Bonjour à tous, je m'appelle monsieur. Et je suis le président pour l'instant de l'Association belge des techniques du froid. Bienvenue et merci d'avoir participé à cette table ronde à l'occasion de la Journée mondiale de la réfrigération. C'est quand même intéressant que nous ayons ici différentes personnes autour de la table parce que chacun étant impliqué dans la technologie de réfrigération d'une manière ou l'autre dans sa vie professionnelle. Je propose tantôt que Eric fait un bref tour pour tout le monde que peut se présenter. Alors, une question à la fin. Le thème d'aujourd'hui, c'est la journée mondiale 2023. Et le thème de cette année-ci, c'est la réfrigération de la nouvelle génération. À mon avis, un thème important quand je vois les défis auxquels notre secteur sera confronté dans un futur proche. Et des défis, à mon avis, pas les moindres, c'est on est confronté avec beaucoup de nouvelles technologies. Un deuxième important, c'est la consommation d'énergie et le contrôle du processus des installations. On n'oublie pas le plan climatique, l'émission de CO2, réchauffement climatique. Et un dernier point qui est à mon avis très important, c'est la formation des gens pour répondre aux normes et de la technologie actuelle. Donc, assez de défis. Pour en discuter aujourd'hui, je donne la parole à Eric Van Laar, directeur Frixis, qui dirigera cette conversation en tant que modérateur ensemble avec M. Butera. Eric, à vous. Oui, comme je l'avais dit, je m'appelle, comme Eric déjà dit, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Eric Van Laar et je suis collaborateur au sein de Frixis. Et je donne la parole à Sébastien Farinotti. Comme ça, il peut se présenter. Et après, tout le monde à se présenter. C'est plutôt Jonathan Butera qui va être le chef d'aujourd'hui. Sébastien, la parole, c'est à vous. Vous m'entendez maintenant? Sébastien Farinotti, société Arco. Monsieur Keutgen. Voilà, Dominique Keutgen, société VMA Réfrigération, 30 ans de réfrigération à l'actif. Monsieur Gauguin, Marc Gauguin, donc j'ai 71 ans, j'ai commencé à l'âge de 20 ans, donc vous voyez les années que j'ai fait dans le froid. J'ai travaillé chez Skaten et j'ai fini comme formateur chez Technicity maintenant. Mais avant, c'était une autre société. Et je fais partie du mondial des métiers. Bon, j'ai pas mal d'actifs. Hein. Bon, je ne vais pas citer tout ce que je fais parce que c'est un peu beaucoup. Raphaël Grodon. Donc, Raphaël Grodon, je travaille à Bruxelles Environnement dans la division autorisation et je m'occupe principalement du secteur froid, donc des installations de réfrigération à Bruxelles et de la mise en œuvre du règlement F15 au niveau bruxellois. Voilà. Et pour terminer et commencer le débat, Monsieur Jonathan Butera, c'est maintenant que je donne aussi la parole à lui et je vais entendre la conversation. Voilà, merci à tous. Donc, Jonathan Butera, je suis account manager pour la société Sapcobel et je m'occupe pour tout ce qui est la partie Wallonie. Merci à tous d'être présents. Comme Eric l'a dit, quelques petites règles, juste comme c'est un débat, s'il vous plaît, mettez votre téléphone en silencieux. On va poser quelques petites questions, donc sentez-vous libre de pouvoir répondre. Peut-être que l'idéal est de lever la main, comme ça au moins on pourra choisir qui pourra répondre et ce ne sera pas une cacophonie. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous et sentez-vous libre vraiment de répondre. C'est quelque chose de très simple, tout doit sembler vraiment naturel. On a quelques petites questions en général. Donc la première est, et je vous pose la question,
quelles sont les évolutions et les défis auxquels vous pensez que nous sommes confrontés? Je vous laisse la parole. Les défis des nouveaux gaz. Hein. Sur tout ce qui est nouveau gaz et technologie. Hein. Oui, donc quelles sont les évolutions et les défis auxquels vous pensez que nous sommes confrontés avec les nouvelles technologies? C'est bien complexe, hein, parce que les technologies qu'on a, c'est les technologies, par exemple, avec le propane, avec tous ces gaz-là, qui sont qui sont dangereux et on n'a pas assez de formation là-dedans, dans tous ces domaines-là. Moi, je pense que c'est ça. Moi, c'est le problème que je pose. Hein. Exact. Monsieur Codgen, peut-être? Oui, je pense que Erwick sera d'accord. C'est de revenir aux gaz qui ont été les premiers gaz utilisés en réfrigération, donc les gaz naturels. Les gaz inflammables aussi et semi-inflammables. Donc, c'est un défi, c'est de retrouver une technicité, une connaissance dans ces fluides. Je pense notamment à l'ammoniac. Le savoir-faire a quand même largement disparu. Je parle de la Wallonie. Donc, il y a un savoir-faire qui disparaît tout doucement. Il y a des anciens qui sont là, mais qui peut être utilisés pour former plus les jeunes. Le défi sera la consommation électrique et énergétique d'une installation globale, donc sa performance. Donc, il va falloir penser à les mesurer, ces performances, pas seulement les annoncer sur papier. Et je pense que ce qui se développe de plus en plus, ce sont les certificats de performance énergétique, que ce soit des bâtiments ou des installations frigorifiques ou thermiques. Voilà, il y a des défis. Et puis alors, le défi majeur que tout le monde rencontre, c'est la main-d'œuvre qualifiée, quoi. Ça, je pense qu'on est tous au même diapason. On a un manque cruel de main-d'œuvre qualifiée qui veut travailler et qui veut s'investir dans ce métier, quoi. Voilà, merci. Exact. Et donc, en termes d'énergie, c'est très, très important de pouvoir démontrer et rassurer le client qu'avec les nouvelles technologies, nous allons consommer moins. Exact. Quelqu'un d'autre, peut-être? Je crois aussi que les dernières années, on a quand même développé beaucoup de nouvelles technologies. Hein. C'est-à-dire, je veux dire par ça que le COD est peut-être quelques années déjà sur le marché, mais il y a quand même beaucoup des suppléments qu'on peut ajouter pour avoir une installation plus performante. Hein. Des choses que, effectivement, comme Dominique dit, qu'avant n'existaient pas, mais qui malheureusement exigent des techniciens qualifiés. Hein. Simple, c'est le régulateur de fréquence, les éjecteurs, les choses. Ouais. C'est simple sur design, mais dans la pratique, pour mettre que l'installation travaille à 100% avec ces choses, c'est pas si facile. Hein. Nous, comme maintenant je parle comme Sapcobel, on est aussi en train de mettre un dispositif électronique sur place juste pour qu'on peut monitorer l'énergie du client. Pour juste intervenir dans ça. Merci pour votre réponse, Président. Je laisse la parole à Monsieur Farinotti, s'il vous plaît. Oui, j'avais appuyé sur la petite main en haut. Là. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait l'utiliser. Oui, c'est bien, c'est comme ça. Tout à fait. Donc, effectivement, le défi, je rejoins tout le monde, l'opinion générale. Je voulais juste rajouter la partie, effectivement, transition énergétique, diminution de la consommation, augmentation de l'efficacité énergétique et tout ce qu'on doit consommer de manière optimum. Il faut essayer de toujours le consommer avec du renouvelable. Donc ça, je pense que si ça va rajouter à terme de la complexité, donc indépendamment effectivement des formations, ce côté passion qui a été aussi mis en avant de la part de Dominique, il faut attiser ces feux chez les jeunes pour que ça apporte du monde dans le secteur. Il y a cette partie, comme je dirais, électrification qui va rajouter énormément de travail dans le secteur, dans le monde du foie, qui fait que le problème va ne faire que s'accentuer. Qui dit efficacité énergétique, dit mesure, comme Edwick l'a dit. Qui dit diminution de consommation demande de réfléchir sur les process. Et qui dit renouvelable, utilisation correcte. On parle de flexibilité des installations de foie, quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps d'ailleurs.
et pouvoir jouer sur la production renouvelable, aller refroidir plus, refroidir moins au moment où il y a moins de soleil, on dira ça comme ça, de manière simple. Oui, exactement. C'est vrai. Merci pour votre commentaire. D'autres commentaires peut-être? Oui, peut-être pour compléter aussi dans la Oui. transition énergétique, c'est la vitesse à laquelle la décarbonation va se faire. Donc, on va essayer de se retirer, l'Europe veut se retirer des énergies fossiles. Donc, faire la promotion des pompes à chaleur à une vitesse assez rapide. Et donc, c'est un défi aussi, je pense, de pouvoir suivre, que ce soit pour l'industrie, mais également en tant que Bruxelles Environnement, par exemple, pour gérer tout ce qui est nuisance potentielle de ces nouvelles technologies. Donc, on doit être attentif à beaucoup d'aspects pour que ça se passe au mieux possible. Oui, exactement. Oui. Merci pour votre commentaire. Peut-être passer à la question 2, s'il n'y a plus d'autres remarques. La question dit, comment pensez-vous que nous puissions attirer, former et retenir des personnes dans notre secteur? C'est un peu comme on a dit, le problème d'avoir des gens qualifiés. Et de quelles connaissances et compétences ces personnes ont-elles besoin justement? Et en quoi seront-elles différentes des connaissances, des compétences qu'il y a actuellement? Je vous laisse la parole. Revoir les cursus dans les écoles, ça serait Tout déjà à fait. important. Parce Tout à fait, que, en fonction des nouvelles technologies. Je suis jury dans différentes écoles. Je m'occupe des arts et métiers de Bruxelles en promotion sociale. Je vais à Ciné demain pour l'école de ciné. J'étais à Chandoux pour l'IFAPME. J'étais à Bruxelles aussi. Mais ce que je remarque, c'est que les élèves, ils n'ont pas assez de connaissances pour moi quand ils sortent comme ça. Quand on voit la différence qu'il y a, bon, c'est pas pour vanter le centre Technicity, mais le parcours que font les gens, les écoles ne savent pas le faire. Impossible. Impossible. Et c'est quoi, manque de moyens ou manque de connaissances des professeurs, vous pensez? Ils n'ont pas assez d'heures de technologie et tout ça. Ils font 1 jour à 2 jours de technologie par semaine. Et exact. Chez Technicity, c'est 7h30 par jour. Donc, on les met en électromécanique au départ. Ils apprennent l'électromécanique. Après, ils apprennent l'électricité industrielle. Après, ils apprennent la régulation. Et quand ils ont fait tout ça, ils vont en mécanique générale. Et quand ils ont fait la mécanique générale, ils viennent seulement apprendre le froid et tout ce qui est HVAC. Ouais, tout à tout fait. ça dans le centre, hein, dans le même centre. Il reste plus d'1 an chez Iristec. Hein, et 7h30 par jour. Hein. Ouais. Donc, il y a un souci. Je vois, c'est quand la semaine dernière, j'ai eu une école qui est venue. Bon, que ce soit n'importe quelle école, les mecs, ils venaient passer un agrément, mais c'était incapable. Ouais. C'était vraiment une catastrophe. Hein. Ils ne connaissaient pas la technologie, rien du tout. Hein. Donc, je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Hein. Donc, pour vous, c'est changer le cursus, alors? Oh oui. Moi, quand j'ai fait mes études en France, puisque j'ai fait mes études en France, avant d'apprendre le froid, il faut déjà avoir des diplômes d'électromécanicien. On pouvait apprendre le froid si on n'a pas ce diplôme-là. Ici, on va directement, on apprend tout en même temps. Exact. Ouais. Merci pour votre remarque. Monsieur Farinotti? Oui. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on a les mêmes constats, on a les mêmes remarques. Maintenant, on essaie de développer les collaborations à tout niveau avec les écoles. Quand je dis à tout niveau, ça veut dire on parle de l'école secondaire, on parle des autres écoles, on parle des universités. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que dans le monde du froid, il ne faut pas que des ingénieurs, il faut aussi des mains. Il faut pouvoir maintenir l'installation, il faut pouvoir démonter. Donc, c'est un peu la philosophie chez Arco où on essaye de compléter le travail des écoles en faisant en interne des formations, en faisant grandir quelqu'un dans la société, en lui donnant toutes les opportunités. Et ce que l'on remarque, c'est que le point commun, et je pense que ce n'est pas dans le monde du froid, je pense que c'est dans tous les secteurs, le point commun où il y a une grosse réussite des étudiants, c'est la passion. Ça veut dire que ces gens ont l'envie d'apprendre et ils sont passionnés par leur métier. On voit tout de suite qu'il y a
dès qu'il n'y a pas cette passion derrière, même s'il y a les diplômes derrière, ça ne marche pas. Et donc, nous, on se concentre plutôt sur ça. On regarde quelle est la passion, quelle est l'envie de la personne, indépendamment de la formation qu'il a. Et évidemment, il faut des bases minimum. Mais en fonction des positions dans la société, mais dès qu'il y a une passion, on lui trouvera une fonction, que ce soit un monteur mécanique, que ce soit quelqu'un qui cherche des fuites, que ce soit quelqu'un qui fasse du dimensionnement de séparateurs ou voire de la vente. Donc on essaie comme ça de répondre, je dirais, à ce problème sur le marché, c'est la collaboration, identifier les gens qui ont cette passion ou cette envie de travailler dans le monde du froid qui pour moi aussi est mal connu. C'est la raison pour laquelle aussi on propose énormément de visites d'installation de nos clients, même pas d'Arco, mais de nos clients, d'aller leur montrer c'est quoi une installation de froid. Beaucoup de gens voient le compresseur du frigo quand on parle de froid plutôt que, je dirais, ces installations ammoniac, CO2 ou propane. Tout à fait. Donc l'amour pour le travail va pousser aussi le jeune à pouvoir se développer et aimer son travail, surtout. Tout à fait. Merci. Monsieur Colgan? Oui, je rebondis sur ce que le formateur précédent a signalé, le niveau scolaire, technique, humanité technique, froid est vraiment trop bas. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait interpeller un peu les instances dirigeantes parce que les niveaux techniques sont insuffisants. C'est pas en un an qu'on apprend le froid. Il faudrait des spécialités en froid beaucoup plus solides. Il suffit de regarder les pays limitrophes comme l'Allemagne ou la France. Il y a des écoles de froid qui sont largement plus développées qu'ici en Belgique. Même en cursus universitaire, il y a des écoles de froid qui sont très réputées. Et ici en Belgique, ce cours à l'université, pour ainsi dire rien, il est insignifiant. Et en école technique, on essaye de vite faire une 7e année au chausse-pied et puis c'est terminé, quoi. Donc là, il y a quelque chose à faire manifestement. Oui. Donc on en revient un peu au cursus et Oui. ça va le faire. Naturellement, allez, je peux dire comme il y a quelques années, avec M. Georges Pascos, on a participé à comment on dit ça, un renouvellement du cursus, mais pour avoir ça chez les instances, c'est pas facile. Hein, je te rejoins, Eric. C'est un combat. Un combat, c'est une guerre. Et surtout que la Belgique, c'est un pays compliqué, hein, ouais, les gouvernements. Non, allez, ça, je ne voudrais pas encore dire, mais non, mais je suis convaincu aussi, comme, allez, si je parle comme société et président, que je ne sais pas si on va peut-être avoir moins d'écoles, mais plus performants. Parce que il y a les élèves, c'est vrai que ce que Sébastien dit, que les gens ne connaissent pas bien le froid. Pour eux, allez, je crois que l'image qu'on a du froid industriel, c'est comme un ancien technicien de camion. Hein. Il est en salopette, ses mains noires. Allez, derrière ça, il y a beaucoup d'autres aspects. Hein. C'est comme les voitures maintenant. Hein. C'est plus, avec un mécanicien, il y a 30 ans, on ne sait plus réparer une voiture moderne. Hein. C'est fini. Hein. Tout à fait. Tout a évolué. Je crois que ça, c'est un premier point d'avoir. Je crois qu'on a. Eric, je crois qu'on a 80 écoles qui donnent des cours de froid. Donc, 80? Oui. Je n'ai pas la liste dans ma tête, mais. Enfin, n'importe si en 60 ou 80, c'est pas ça qui va changer Non. les choses. Mais je veux dire, si on peut réduire ça peut-être à une. Allez, je ne vais pas dire 10, mais une trentaine. Je crois que plutôt les sociétés seront plus, on dit ça, ouvertes à donner du matériel. Allez, je crois que c'est plutôt, allez, c'est une bonne chose, mais je ne sais pas si des instances, on peut réaliser ça. Hein, je sais pas, moi, j'ai fait venir Danfoss chez nous et Danfoss nous a donné beaucoup de matériel. Et on travaille avec le matériel actuel, l'électronique et tout, détendeur électronique, régulation électronique et tout ça, que dans les écoles que je vais maintenant, ils utilisent encore tout ce qui est mécanique, ils n'utilisent presque pas de l'électronique. Détendeur électronique, ils ne connaissent pas. Ouais.
C'est dommage. Alors parce c'est idiot. alors que toutes les nouvelles installations sont équipées d'étendeurs électroniques maintenant. Ben oui, et je leur dis, téléphonez chez Danfoss, s'il y en a un qui est spécialisé là-dedans, qui vient vous voir, et il n'y a pas de problème, ils le feront avec plaisir, ils vous donneront même du matériel pour les écoles. Il y a Bernard Martial qui est vraiment très bien pour ça. Mais il ne bouge pas, j'ai l'impression, je sais pas, c'est idiot. Mais nous, on a le matériel qu'il faut. Hein, ça, puis bon, Bernard nous a beaucoup aidé là-dessus. On a toute une régulation Danfoss avec même gestion à distance et tout. Ouais. Donc, en résumé, si je reprends un peu les points que vous nous avez cités, la première chose, c'est rechanger le cursus, donc changer un peu la façon de donner cours, avoir des nouvelles technologies, avoir aussi la passion pour son travail, expliquer à l'élève et lui faire voir des installations aussi, pour se rendre compte un peu de ce qu'est une installation de froid. Et alors, peut-être faire des formations en interne. Formation en interne aussi pour pouvoir développer les connaissances. Dans le temps, les gens faisaient ça régulièrement. Moi, chez Scaten, ils avaient des formations. J'ai connu Axima, donc j'ai donné des cours chez Axima aussi. Axima, tout en étant chez Iristec à cette époque-là. On était l'un à côté de l'autre. Et chez Axima, ils donnaient des cours, des très bons cours. Puis après, ils ont supprimé ça. Pourquoi? Je me suis. Ils ont pu former leurs gens. C'est dommage, parce que c'était très bien leur truc. Ok, merci à tous pour vos réponses. On va passer à la question suivante. Si vous deviez décrire l'avenir de notre secteur en une phrase seulement, quelle serait cette phrase? Si on devait décrire l'avenir. Moi, ça me fait peur. Moi, c'est ma dernière année, donc. Donnez libre cours à votre imagination, je vous écoute. Moi, ce qui me fait peur, c'est les nouveaux gaz et que les gens travaillent un peu au casse-pipe. Et surtout ça, ils vont travailler sur du propane et tout ça. Quand on voit tous les accidents, rien que déjà avec le R32. Je crois que ça, c'est une chose que j'ai peut-être oublié de dire tantôt, un peu dans le truc de formation, c'est qu'avec Frixis, on est momentanément occupé avec la Hollande pour avoir les certifications ici en Belgique aussi. En Hollande, ils ont en fait une obligation, c'est qu'ils ont une formation ammoniac. Ils ont deux formations CO2, jusque 25 kg, plus que 25 kg, et 3 formations en fluide inflammable, comme propane, isoputane, donc jusqu'à 1 kg pour le clim, de 1 à 5 et de plus de 5 pour le chiller, les grosses installations. Je crois que ça, c'est, à mon avis, quelque chose qu'on doit obtenir aussi avec Frixis, qu'au moins les gens qui commencent à travailler sur les installations, pareil, qu'ils ont au moins une formation. Ça serait bien. Parce qu'autrement, on va avoir, c'est comme vous dites, on va avoir des accidents. Et puis, quand il y a un accident, c'est souvent, on prend une décision très rapide et 9 sur 10, c'est pas la bonne. Voilà, exact. Ouais. Ok. D'autres commentaires, peut-être? C'est peut-être pas une question à votre phrase pour avoir une phrase. Non, mais bon. Si vous devriez décrire l'avenir de notre secteur en une phrase, qu'aimeriez-vous dire? Je laisse parler les autres. Monsieur Farinotti? Oui, moi je crois très fort, enfin j'associe très fort cette notion de flexibilité au monde du froid. Le monde énergétique du futur, à savoir le coût primaire principal des installations de froid en exploitation, sera de plus en plus volatile avec la pénétration de tout ce qui est renouvelable. Donc, je dis toujours, enfin, sans être le grand spécialiste, je suis un peu rouge, je rouge quand je regarde les gens autour de la table par rapport au nombre d'années d'expérience dans le froid, mais j'associe toujours un peu un congélateur à une grosse batterie. Grosse batterie qu'on est en train de développer en masse pour stocker l'énergie, ou en tout cas pour répondre à la demande de flexibilité. C'est un peu dans ce cadre-là que moi j'associe le froid du futur, un peu comme les carrefours font en France, gérer la demande en fonction de la production et plus
l'inverse. Ok. Bien. Oui, Dominique? Oui, là je me réfère à une ancienne casquette que j'ai eue. J'ai travaillé donc chez un grand frigoriste, Axima France Belgique. Et le défi majeur de ce prestataire quand même bien reconnu sur le marché, c'est le facteur humain. Donc le défi pour moi, il sera humain. La technicité de la réfrigération, elle passe, c'est vrai, par les cerveaux, mais par les mains d'abord aussi. Et je rejoins alors ce qu'on a dit, les formations et surtout, je crois que Erwick a très bien souligné la chose, l'accès au métier par type de gaz, ou je vais dire groupement de gaz, parce que là, il y a vraiment à faire. Ça devrait être interdit de toucher une installation ammoniaque sans avoir les qualifications de base. Même chose pour le CO2 ou les produits inflammables, les frayons aussi, bien sûr. Mais ici, n'importe qui peut toucher une installation ammoniaque. Hein, donc, il n'y a aucune réglementation. Et là, Erwick, c'est vraiment un point essentiel, ça. Exactement. Ouais. Mhm. Merci d'avoir soulevé ce point. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à prendre. Ça, c'est mon phrase. Ouais. Ici en Belgique, pour le... pardon. Oui, vas-y. M'excuse. Ici en Belgique, pour le CO2, vous êtes bien équipé. Vous avez une formation qui se fait en Flandre, que j'ai suivie. J'ai été une semaine complète suivre les cours de CO2. Et c'est très intéressant. Il faudrait pousser les gens à les suivre ces cours. Moi, j'ai suivi en français. C'est un Français qui était venu. Plus les gens sur place, des Flamands qui étaient là et qui parlaient très bien français d'ailleurs, et qui nous ont expliqué les installations, les différentes qu'ils ont, et travailler sur place aussi sur les installations. Et je pense qu'il faudrait appuyer sur cette formation, parce qu'elle est très très bonne, cette formation. Mhm. Personne ne la connaît, quand j'en parle, il n'y a pas beaucoup qui connaissent cette formation. Pourtant, elle est géniale. C'est en Limbourg, c'est ça? Au Limbourg, oui, exactement. Ouais, j'étais la suivre aussi. C'est un projet que Mark Screers, dans le temps, il a développé avec des subsides européens. Hein. C'est un des premiers. Oui, c'est vraiment génial. Je crois que Axima a fait l'installation ammoniac CO2 ou ammoniac, je crois, oui. Hein. Oui, c'est ça. Et puis il y a Danfoss qui a fourni tout le matériel oui. sur place. C'est Marc qui a. Ils ont les comptoirs et tout ça. En dessous, oui. Mais là, il faudrait peut-être appuyer là-dessus. Ouais. Déjà. En voilà une bonne idée aussi, alors. On pourrait creuser un peu plus. Bien. Nous allons passer à la question suivante. Comment pensez-vous que nous pourrions répondre à la demande croissante, aussi bien en termes de froid que de chaud, avec des installations à faible émission, dans un climat malheureusement qui est justement en réchauffement? Donc, comment on pourrait faire pour répondre à la demande croissante justement de solutions chaud et froid à faible émission? Il y a plusieurs technologies. Si je peux commencer avec cette question, je crois que maintenant je parle comme installateur, je crois que pour l'instant, la récupération d'énergie est assez important, est à le même niveau d'importance que le froid. Exactement. Je crois qu'il y a, à mon avis, à ma connaissance peut-être, pas beaucoup d'installations aujourd'hui où on ne fait pas de récupération ou pas d'optimisation de l'énergie, parce que je crois que ça, c'est une chose que, peut-être avec la crise qu'on a eue, que beaucoup de gens ont commencé à réfléchir à ça, hein, parce que je crois qu'on est passé d'un temps d'avoir, hein, si on peut mettre 200 kW, on va mettre 250, comme ça on est sûr. Je crois que ce temps-là est largement passé. Si on peut le faire avec 150, peut-être en changeant le processus interne d'une installation ou d'une société, je crois que beaucoup de gens sont plus ouverts à ça qu'avant. Tout à fait. Ouais. Et de plus en plus maintenant de magasins mettent des portes sur tout ce qui est meubles frigorifiques. Et donc, on récupère aussi un peu moins en termes d'énergie. Mais le but ultime, c'est vraiment de faire des économies sur l'installation, en effet. Et récupérer la chaleur. Et récupérer. Oui, M. Colgan ?
Oui, moi, où je vois des grosses lacunes, c'est au niveau des bureaux d'études. Enfin, il y a tous les marchés privés qu'on connaît, on est tous installateurs, mais les marchés publics. Donc, il faut savoir que les marchés publics, ce sont tous les grands bâtiments publics. Ils nécessitent de plus en plus de froid, beaucoup plus de froid que de chaud. On le voit sur les très gros bâtiments à Bruxelles qui doivent être plus climatisés que chauffés. On le voit dans les hôpitaux, où il faut plus les refroidir que les chauffer. Et à ce niveau-là, le niveau de connaissance des bureaux d'études qui décrivent les cahiers de charges est pour moi proche de zéro. On a encore des gros bâtiments à Liège qui vont être climatisés avec du R410. Quand on voit ça dans des cahiers de charges d'appel public, on se demande s'il y a encore un niveau intellectuel derrière qui permet de... Donc on est la planète chauffe, la planète crie au secours, et au niveau des cahiers de charges de bâtiments publics, on est encore avec des gaz à effet de serre. Donc là, je pense qu'il y a un niveau d'information qui est à faire passer de manière urgente dans les cabinets ministériels et autres, ou peut-être au niveau législateur, parce que quand je vois ça, ça me révolte. À Liège, on a 2 hôpitaux qui sont passés à l'ammoniac juste parce qu'on a simplement glissé un mot lors au donneur d'ordre, donc aux propriétaires des hôpitaux, qui se sont rendus compte qu'ils allaient faire un hôpital avec du R410. Donc, parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Donc, on a un niveau intellectuel de nos bureaux d'études froid, que je vois dans les appels d'offres publics, pas tout ce qui est privé comme les abattoirs, etc. Bon, c'est un peu plus spécialisé. Mais il faut savoir que les bâtiments publics, ça représente une quantité de froid qui est similaire, si pas supérieure, à ce qu'on fait en froid agroalimentaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire si on veut faire bouger les choses au niveau environnement. Enfin, moi, c'est ce que je vois quand je vois passer tous les cahiers de charges, je tombe à la renverse. Tout à fait. C'est vrai que c'est aberrant de faire des installations au 410 encore en 2023. Merci. Monsieur Grodin, oui, je vous donne la parole. Oui, donc c'est pour continuer dans le même sens que M. Codgun. On se rend bien compte que bon, il manque des techniciens, mais il manque aussi beaucoup de bureaux d'études qui puissent réfléchir à des solutions innovantes aussi, parce que ici, concrètement, au niveau de Bruxelles, on se rend compte qu'avec le tout aux pompes à chaleur, on va avoir beaucoup plus facile, les bureaux d'études et les maîtres d'œuvre ont beaucoup plus facile à mettre des pompes à chaleur individuelles que de réfléchir à des pompes à chaleur collectives. Et nous, par rapport au permis d'environnement à Bruxelles, on estime qu'il faut au moins avoir une réflexion sur des solutions autres que le tout à la pompe à chaleur individuelle. Oui, exact. Donc, mais c'est vrai que c'est une réflexion un peu plus poussée pour l'aménagement d'une pompe à chaleur collective, par rapport aux nuisances sonores ou au calcul. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine que, on le voit qu'il y a un manque d'offres à ce niveau-là, quoi. Exactement. Ça donne matière à réfléchir. Merci pour votre commentaire. Et dans les installations, quand on a des températures moyennes qui ne sont pas trop chaudes, pourquoi n'emploie-t-on pas le froid adiabatique? C'est une solution aussi. Oui. Parce que là, ce serait économique. Hein. C'est une piste envisageable, en effet. Moi, j'ai vu ça dans un hôtel, puisque j'ai eu la chance de travailler au Moyen-Orient. En Irak, dans le Nord, ils avaient un hôtel qui était complètement réfrigéré avec un froid adiabatique. Ça fonctionnait bien. Malgré qu'on était en Irak, hein, la température était très chaude. Hein. On descend quelques degrés, ça suffit. Hein. Oui. Oui, moi, je vous donne tout à fait raison, mais si on prend le plus gros chantier en bâtiment public de la région wallonne, et je ne suis pas fier de le dire, le grand hôpital de Charleroi, ça va être 12 MW de froid et il y a rien n'est prévu pour faire du free cooling avec les machines frigorifiques. Donc j'en reviens toujours au même point, les bureaux d'études ont un niveau technique qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible. Ah oui. Et les donneurs d'ordre, hein, donc forcément la région wallonne. Ici, bon, je ne me permets pas de parler de la région bruxelloise ou flamande, mais je vois en région wallonne, ils sont à côté de la plaque. Hein.
Bah, il n'y a plus personne. Avant, il y avait quelqu'un qui était génial, mais maintenant. Exact. Mm. Ça dépend aussi du bureau d'études. Mais il y en a qui ne sont, comme vous dites, ils manquent de compétences. Ouais. Heureusement, chez nous, en Flandre, tout est en ordre. Vous avez de la chance. Voilà, ben je te savais. Ouais, Dominique, non. Je vais pas aller faire de- un stage, non, Eric, non. je vais aller faire un stage. Ouais. Le bienvenu. Non, c'est vrai. Ici, on a aussi des cahiers des charges qu'on dit, ou des mélanges qu'on dit c'est copy-paste, mais il y a certainement quelqu'un derrière qui ne sait pas vraiment du tout ce qu'il y a du choix, ou ce qu'il demande. Mm. Ouais. Bien, on va avancer parce que l'heure tourne. On va parler un petit peu sur les formations maintenant. On en a déjà touché un petit mot tout à l'heure, mais la question, elle est comment pouvons-nous, dans le secteur que nous sommes, améliorer l'image de l'enseignement technique, en particulier de la réfrigération et de la climatisation? Comment vous pensez qu'on pourrait améliorer l'image de l'enseignement, pour l'enseignement technique, pardon? Bah, voir déjà avec les jeunes quand ils sont déjà en secondaire ou en primaire même. Déjà leur parler des métiers techniques comme le froid et l'HVAC. Et leur faire visiter les chantiers comme ça a été dit auparavant. Mhm. Je pense que déjà démarrer avec ça, et voir un peu qu'ils apprennent ce que c'est que le métier, que ce n'est pas un métier où on dit bon, tu n'as pas réussi tes études, tu vas aller en technique. On n'est pas cette idée idiote dans la tête, quoi. Parce que c'est ça qui est dit aux jeunes la plupart du temps. Hein. Donc il faudrait peut-être arriver à remettre ça dans les écoles déjà en place, pour faire apprendre ce que c'est que les métiers techniques et puis les pousser dans notre métier. Bon, moi, Et les pousser dans le métier. Ouais, ok, exact. C'est Godgen? Oui, ben, je rebondis sur ce que Sébastien avait dit, c'est d'extraire tous ces jeunes qui sont dans des écoles et aller leur faire visiter des installations. Pas forcément des installations à nous, des installations frigorifiques type dans un hôpital, dans une cuisine collective, toutes les installations frigorifiques qu'il y a derrière, dans un bâtiment public où il y a des énormes refroidisseurs turbo. C'est un côté du métier que les jeunes doivent voir, quoi. Tout le monde connaît l'automaticien, le roboticien, ils font des études en robotique, en électronique, en électro, enfin l'électronique de automobile, mais il n'y a personne qui connaît vraiment le froid, quoi. Je pense qu'il faut redorer cette image du métier qui s'est perdue complètement. Il y a 30 ans, un frigoriste, c'était presque le médecin qui arrivait chez le client. Et maintenant, le frigoriste, on l'assimile à quelqu'un qui coûte de l'argent, point barre, quoi. Donc, il faudrait redorer ce métier qui est, en 40 ans, il a complètement changé d'aura. Bien, oui. C'est complètement différent, oui, c'est vrai. Non, je crois que Dominique, vous avez raison, parce que ça, c'est que si on essaye de faire avec Frixis quand on visite l'école, c'est vraiment présenter, allez, on a fait un petit film maintenant, pour que vraiment on part de l'image que on voit quelqu'un tout noir en salopette, et c'est ça qu'on veut aussi, allez, je crois que plutôt un jeune, s'il voit un film, quelqu'un qui est en train de faire une régulation avec un ordinateur ou une tablette, c'est la plus intéressant que quelqu'un qui est en train de viser sur une danfosse mécanique. Hein. Et c'est vrai, c'est ce que nous, je crois que Sébastien le fait aussi, c'est que aussi les gens du dernière année secondaire, électriciens ou mécaniciens en mécanique ou électrique, c'est que eux aussi, ces gens, on laisse visiter les installations froides parce que souvent, ils ne connaissent pas le métier. Allez, ils ne connaissent pas le froid entier. Oui. Ils savent bien que c'est des compresseurs ou des machins, mais ils ne connaissent pas l'électricité, les régulations, les choses. Et si allez, c'est pas facile, mais je crois qu'il faut se diriger dans cette direction parce qu'effectivement, effectivement, on va encore avoir moins de gens. Tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ferrinotti? Oui, c'était juste dans la même lignée pour confirmer quand beaucoup de gens oublient que le monde du froid, c'est
multidisciplinaire, hein. On parle d'électricité, on parle de programmation, on parle de fluide, on parle de gaz. Donc, on part un peu dans tous les sens. Ça demande des connaissances relativement très, très larges et ça peut intéresser toute une série de gens. Beaucoup de gens pensent que c'est peut-être plus simple, je ne sais pas. On en discutait encore avec l'université qui confirmait que les gens prenaient électromécanique comme direction, pas forcément le froid, oui, ils prenaient thermique, mais ils ne se dirigeaient pas forcément vers le froid. Et le froid était un petit peu inconnu. Et donc, ils sont très, très intéressés d'aller voir ces compresseurs, voir ces différentes installations où il y a du chaud, il y a du froid, il y a différentes températures, il y a de la régulation, il y a de la programmation. Ce qui fait que ça peut tout d'un coup attirer beaucoup plus de gens. Les gens préfèrent aller, enfin, ça a été cité, vers un petit robot qui bouge plutôt que du froid. Or qu'il y aura plus de challenge, je pense, challenge physique, mais intellectuel certainement, dans le monde du froid. Tout à fait, oui. Surtout avec les belles technologies que nous avons maintenant, et comme vous dites, il y a de la programmation, et c'est complètement différent le travail d'il y a plus de 20-25 ans d'ici. Exactement. Quelqu'un a envie d'en ajouter quelque chose, peut-être? Juste, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est juste pour ajouter, enfin, il y a un programme Project Round qui met en avant la technologie pour sauver le monde, en d'autres mots, la transition énergétique. Il faut savoir que le froid, de manière générale, est dans le top 10 pour avoir un accès sur ça. Ça peut peut-être attirer les jeunes ou les plus jeunes qui sont engagés dans cette transition énergétique, dans sauver le monde. Ça peut peut-être les motiver à regarder un peu plus le froid. Donc, ça pourrait être un petit conseil pour les écoles. Je sais pas. Exactement. Ça peut les motiver. Hein. Oui, bien sûr. Merci. Bien voilà, on arrive tout doucement à la fin. J'aurais voulu faire un petit tour de table, voir si vous aviez des questions ou des choses à rajouter. Et si pas, bien, nous pourrons clôturer cette conversation. Monsieur le Président, peut-être un mot ou vous avez encore des choses à dire? Je crois que dans ma présentation, j'ai soulevé quelques topics et je crois que, allez, je suis content que tous les gens qui sont présents autour de table ont le même souci. Donc, je crois qu'on a un peu de challenge devant nous, étant comme société, étant comme Flixis. Et avec mon équipe de Flixis, on va certainement essayer de pousser le plus fort possible vers l'enseignement, vers les certifications, qu'on n'a vraiment pas une... Allez, je ne veux pas qu'on a le même problème qu'il y a 10 ans avec la climatisation, que tout le chauffagiste, tout le boulanger, tout le boucher commence à mettre des pompes à chaleur, des choses, sans accès aux professions. Ça, je veux absolument... Monsieur Jacob. Ça, c'est mon... C'est déjà le cas en partie, oui, c'est vrai. Ouais. Exact. D'autres commentaires? Non, pour moi, c'est bon. Satisfait. Bon. Monsieur Codgen, c'est bon? Monsieur Grodan? Oui, donc en plus, je suis très... Oh non, excuse-moi, Monsieur Grodan, j'ai vous interrompu. Excuse-moi. Oui, Vas-y. Non, c'était juste pour signaler que mon souhait, donc en tant que administration et la mise en place notamment du règlement F-Gaz, donc c'est mon souhait, et je pense que les experts des autres régions ont le même souhait, c'est d'avoir une harmonisation la maximale entre les trois régions, et je sais que c'est vraiment pas évident. Pas évident. Mais notamment, voilà, avoir des procédures d'enregistrement qui posent moins de problèmes qu'actuellement, et éventuellement de développer des bases de données qui puissent faciliter le travail des frigoristes. Voilà, je pense qu'il y a, de notre côté, il y a des défis aussi. Maintenant, on reste dans la Belgique, il y a 3 régions. J'espère vraiment une harmonisation. Et aussi, je pense qu'au niveau des formations, donc de la certification F-Gaz, là, je pense qu'on aura besoin de tout le secteur pour justement mettre en place cette nouvelle mouture de la certification pour qu'elle soit la plus efficace possible.
Exact. Ouais. Mhm. Merci pour votre commentaire. Eh bien, ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec vous. Ça a été très convivial. C'était vraiment bien. Et je laisse la parole à Eric. Hein. Oui, c'est bref. En plus de vous, allez, je suis fier que tout le monde, les gens présents, ce sont pas, c'est pas Yannick et Nemi, ce sont les gens qui pèsent vraiment fort dans notre secteur, et ça c'est bien. Alors c'est pour ça que je veux remercier une fois de plus tout le monde qui était présent, hein, parce que c'est pas facile de se délibérer pour 1 heure et demie. À l'avenir, on va naturellement une fois de plus faire le mieux qu'on peut faire pour notre secteur. Et j'espère aussi que dans l'avenir, on peut collaborer si bien que nous avons déjà fait. Et merci beaucoup et au revoir. À la prossima volta, comme on dit en italien. La prossima volta. Bravo, grazie.